Et j'en profite aussi pour remercier les autres comités de quartier chez qui nous avons pu déjà faire des exposés justement sur ce sujet. J'en profite aussi, puisque je vois dans la salle quelques élus, donc je remercie Jean-Marc Soubest, conseiller municipal, Katia Bourdin, conseillère régionale. Je remercie aussi la délégation de l'hôpital, Madame Candin-Pierres, qui représente la directrice de l'hôpital dont nous allons bien sûr parler. Et est-ce qu'il y a d'autres élus dans la salle que j'aurais omis de signaler? Non, sinon nous commençons. Alors, oui, il faut repartir là-dessus. Voilà. Donc d'être un plus nombreux pour les Rochelais, alors évidemment, certains vont dire, bon, on parle des Rochelais, mais les autres. Mais en fait, bon, on s'était dit qu'on allait vraiment s'adresser aux Rochelais, mais que bien sûr, c'est tous les Aunisiens qui sont concernés par ce projet. Alors, pour commencer, on va voir quelques définitions, parce que vous savez, on passe beaucoup par des sigles, on parle beaucoup de sigles. Donc, on va voir déjà CERM. CERM, ça veut dire Services Express Régionaux Métropolitains. C'est une loi qui a été promulguée le 27 décembre 2023, suite justement au désir un an avant du président de la République de doter la France de réseaux de RER. Si vous voulez, c'est plus connu sous le nom de RER, et nous on aime bien ce vocable, et du reste tous les autres territoires ont gardé RER, parce que CERM, ça fait encore un truc de plus, et c'est un peu barbare. Donc, c'est pour répondre à ça. Après, nous allons bien sûr parler du SCOT. Alors, c'est le schéma de cohérence territoriale. C'est un document d'urbanisme à l'échelle du territoire. Alors, c'est intéressant parce que le SCOT, ça s'appelle La Rochelle-Aunis. Ça concerne la CDA de La Rochelle et Aunis-Atlantique et Aunis-Sud, mais pas Rochefort. Donc, c'est un peu dommage parce qu'effectivement, c'est comme ça. Il paraît que Rochefort avait voulu faire son SCOT de son côté. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après, on a le PADD, donc le projet d'aménagement et de développement durable. Donc, vous voyez, encore un document. Après, le PLUI, celui-là, vous devez le connaître puisque c'est le plan local d'urbanisme. Voilà, tout ça. Après, il y a le PCAET, le plan climat, air, énergie territoriale. Alors, pourquoi ces définitions? Tout ça pour dire que toutes ont un lien avec la mobilité. Voilà, c'est pour ça que toutes, notamment, disent qu'il faut développer les dessertes ferroviaires. Donc, avec tant de documents, on devrait se dire les choses vont avancer. Alors, aujourd'hui, le train, et pourquoi le train? On a la protection de la planète, je ne vais pas revenir dessus, tout le monde connaît la chanson, je dirais, mais une chanson qui est appuyée sur des faits, qui s'appuie sur des faits. La réduction de notre dépendance énergétique, et là j'insisterai qu'on a vraiment intérêt à se débarrasser du pétrole, ce liquide visqueux où on voit que quand on veut échapper par exemple à la Russie, on se retrouve dans les bras de l'Azerbaïdjan qui n'est pas forcément un pays aussi à la démocratie vivace. Donc il faut essayer de se débarrasser de ce liquide visqueux, qui en plus n'est pas bon pour la planète. Après, il y a l'atténuation des congestions routières. On nous parle beaucoup de la voiture électrique, mais la voiture électrique n'empêchera pas les congestions, puisque finalement, si on remplace une voiture thermique par une voiture électrique, l'espace est le même. Donc ça, il ne faut pas perdre de vue. Et bien sûr, la sauvegarde du pouvoir d'achat, puisque c'est que chaque fois que le pétrole monte, les gens se disent « Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'il faut trouver une alternative ». Puis quand il rebaisse, on dit finalement, c'était une fausse alerte, et donc on continue comme avant. Donc voilà. Aujourd'hui, à La Rochelle, on a 3 types de trains. Les TGV, les intercités, donc le TGV qui va sur Paris, l'intercité qui fait Bordeaux-Nantes et bien sûr le TER. Alors on va prendre Voilà. Alors le TGV, on va passer rapidement sur le TGV. Il y en a qui en voudraient plus, mais on va comparer avec des villes de taille similaire à La Rochelle. La Rochelle, c'est la 60e ville de France, avec 79 000 habitants. Et donc on a 7 allers-retours en jour du lundi au jeudi. Le vendredi, c'est même porté à 9 pour permettre aux Parisiens de venir et puis aux Rochelais de rentrer chez eux. Et le dimanche, pareil, il y en a aussi 9 pour permettre aux Parisiens de revenir. Pardon, oui, je suis devant le... Oui, attendez. Sur le côté, oui. Alors, on voit que, par exemple, si on compare à Béziers qui a 80 000 habitants, ou Pau, on est bien loti, vous voyez.
Cannes, bon, c'est 73 500 habitants, il y a 6 allers-retours. Saint-Nazaire, 4 allers-retours. Alors Poitiers se distingue, 90 000 habitants, et eux, ils ont 16 allers et 14 retours. Alors vous allez me dire, ils sont riches, tout ça. Oui, mais ils n'ont pas la mer. Hein. Ils ont le TGV, mais ils n'ont pas la mer. Et pourquoi ils en ont plus? C'est parce qu'ils sont sur la ligne Paris-Bordeaux. Ils sont sur la grande ligne, on va dire. Donc voilà, le TGV, je sais qu'il y en a encore à La Rochelle qui en voudra encore plus, mais déjà, je trouve que c'est pas mal et que c'est pas là le combat principal qui doit être mené. Vas-y, s'il te plaît. Donc après, on a les intercités. Alors l'intercité Nantes-La Rochelle-Bordeaux, il faut savoir, alors pour ceux qui viennent d'arriver à La Rochelle, ils auront peut-être du mal à le croire et qui vont à Bordeaux, qu'à un certain temps, on mettait 1h58, on était juste sous la barre des 2 heures, pour faire La Rochelle-Bordeaux. C'est à peu près le temps qu'on met en voiture. Alors il faut toujours se dire aussi qu'en voiture, bon, avec les aléas qui accompagnent la circulation automobile, il faut toujours se dire que, je dirais malheureusement pour le train, quand quelqu'un dit mais 2 heures pour faire La Rochelle-Bordeaux, généralement c'est de porte à porte. Là, si le train met 1h58, ce qui serait déjà pas mal, bon, il faut rajouter une demi-heure pour les temps d'approche au départ de La Rochelle, et puis les temps pour quitter la gare et aller à sa destination, à Bordeaux. Donc on est à 2h30, mais c'est encore acceptable. Or, aujourd'hui, les intercités mettent 2h24. Donc si on rajoute les 30 minutes, on est pratiquement à 3 heures, c'est-à-dire 1 heure de plus que la voiture, et puis sur l'aller-retour, ça fait 2 heures, et c'est pour ça qu'il faut vraiment être parfois forcené pour prendre le train, parce que effectivement. Alors pourquoi il ne va pas vite? C'est parce qu'il y a encore au sud de Saintes une trentaine de kilomètres qui sont limités à 60 km/h au lieu de 100, 110. Donc évidemment, là, le train ne peut pas faire des prouesses. Et donc là, c'est l'urgence des urgences, puisque c'est l'État normalement qui gère, puisque c'est une ligne intercité, c'est-à-dire qui relève de la responsabilité de l'État. L'État qui devrait en faire une véritable priorité, mais on voit que ce n'est pas le cas. Alors peut-être qu'ils attendent que effectivement la ligne finisse par être fermée. On l'a échappé belle entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon. Bon, s'ils essayent de refaire le même scénario, ce n'est pas vraiment dans l'air du temps. Donc voilà, là c'est vraiment l'urgence des urgences. Je le dis et je le répète parce que souvent certains me disent « Oh, tu pars dans des projets comme ça et tu oublies le principal ». Ben, le principal, il est là. Voilà, on est d'accord. Et on arrive au TER. Donc le TER en Aunis, bah, c'est pas génial. Alors on se gargarise de Rochefort, Porte-Dauphine, on reviendra dessus, hein, c'est ça. Et on a un axe aussi qui va vers Surgères, avec 2 haltes, La Jarrie et Aigrefeuille. Et puis on a un petit truc là-haut qui s'appelle Maran, qui est au fond de la région. C'est un peu perdu, au fond d'une vallée, là. Et bah, il y a près de 5 000 habitants, et puis le bassin de Maran, c'est à peu près 12-15 000 habitants, donc ça mérite. Donc Maran a la chance de voir des trains passer, mais pas s'arrêter. Donc on est allé plusieurs fois avec C17, et on a beau être sur le quai, le train ne s'arrête pas. Donc on le prend et il passe. D'accord. Donc voilà, ça c'est la situation aujourd'hui. Donc on voit que c'est pas folichon, quoi, c'est pas glorieux. Donc après, on y va, ouais. Donc voilà, alors donc on voit que là il y a une nouvelle donne qui a été, je disais qu'il y avait des TGV, des intercités, des TER, il y a maintenant le périurbain. Le périurbain, alors là aussi, donc je rappelle que tous les documents qu'on a vus tout à l'heure, ce qu'on a énuméré tout à l'heure, ce sont des documents qui mentionnent tous le fait de développer les relations ferroviaires. Alors si on prend, alors on se gargarise ici, en fait à La Rochelle on se gargarise de beaucoup de choses, on dit on a une desserte cadencée entre La Rochelle et Rochefort. Alors il faut savoir qu'il y a effectivement 22 allers-retours, mais une desserte cadencée, ça veut dire un train qui part à intervalles réguliers. Or, il y a encore des creux de desserte, c'est-à-dire des intervalles entre 2 trains qui vont de 1h30 à 2 heures. Donc c'est pas du cadencé, ça. Donc, et alors, pire encore, si on prend les petites haltes et Tréplage, Angoulins et Saint-Laurent de l'Après, alors là c'est dur parce que c'est 2h20, 2h23, on a des creux de circulation qui vont jusqu'à 3h20. C'est-à-dire si on loupe un train, parfois il faut attendre 3h20 pour avoir le suivant. Et dans l'autre sens, c'est encore pire, c'est 3h46. Voilà. Et ces haltes sont desservies par 13 à 14 circulations. Et il y a sur les autres haltes, La Jarrie et Aigrefeuille, c'est encore pire. Vers La Rochelle, il y a 4h30 sans train, c'est-à-dire l'autre fois on était avec C17 à 9h29, on a loupé le train de 9h29, il fallait attendre 13h57. On est retourné à pied à La Rochelle. Voilà.
Et vers Niort, c'est pareil, 4h30, et dans un sens, il y a 8 circulations, 9 circulations. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est des succès à relativiser. C'est à relativiser, c'est bien, mais c'est passable, on va dire. Et pour donner une idée de la fréquentation, aujourd'hui, parce que là aussi on s'est dit c'est formidable, on perce le plafond. Alors Aigrefeuille, on est à 51 200 voyageurs par an, et la Jarry 27 800, en gros. Hein. Quand on ramène ça au nombre de voyages par habitant, on est à 6 voyages par habitant à la Jarry et 7 à 8 pour Aigrefeuille. Donc on voit que c'est pas... il en manque, je veux dire, c'est pas génial. Après, si on compare, un peu plus on remonte en haut et on va par exemple à Clisson. À Clisson, on est dans un endroit où il y a 135 voyages par habitant, par an. C'est-à-dire chaque habitant fait 135 voyages par train. Pourquoi? Alors la gare de Clisson, et Clisson, il y a 7500 habitants, hein, c'est pas une mégalopole. Il y a 1 million de voyageurs dans cette gare. Ce qui veut dire que si par exemple à la Jarry, donc c'est-à-dire c'est 23 fois plus qu'à la Jarry et 17 fois plus qu'à Aigrefeuille. Et ils ont 48 allers-retours entre Clisson et Nantes. Ce qui montre que quand il y a de la desserte, les gens viennent. C'est bien beau de dire les gens ils veulent du train, mais s'il n'y a pas de desserte, ils ne peuvent pas prendre le train. Et donc il n'y a pas d'alternative à la voiture, et donc on tourne en rond. Voilà. Alors, là, on s'est dit, bon, la CDA, elle va réagir. Alors il y a un an, effectivement, il y a eu ça s'appelle le livre blanc, Ambition TER. Or, bon, pas très épais. Ici encore, les 11 pages, 12 pages étaient consacrées à ça. Non, alors quand on fait un peu de délagage, on s'aperçoit qu'il y a 6 pages qui sont consacrées au chemin de fer, au développement de la mobilité, et que ces 6 pages se résument en une phrase, ou 3 mots, c'est renforcement du service TER. Nous, l'association Altro, on n'a jamais été consulté déjà pour ça, ça a été fait en chambre, ou enfin, du reste, il y a beaucoup de citoyens, je me demande même quels sont les citoyens qui sont au courant de ce livre blanc. Donc au jour d'aujourd'hui, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, Maran serait rouvert, mais c'est bien parce qu'en fait, c'était il y a un an, et le livre blanc disait que Maran serait ouvert au service annuel 2024. Il faut savoir qu'en la SNCF, un service annuel, ça commence le 12 décembre de l'année précédente. C'est-à-dire, en fait, dans l'imaginaire de la CDA, Maran est ouvert depuis 6 mois, depuis 4 mois. Voilà. Alors qu'on est loin du compte et on reviendra là-dessus. Donc voilà, donc il prévoit de rouvrir Maran, et puis de quelques haltes qui existaient avant, hein, comme Andilly-Saint-Ouen, Périgny, Dompierre, voilà. Et puis de l'autre côté, en allant vers Surgères, il prévoit de rouvrir la gare d'Étré, bon, voilà. Et puis le Marouillet au sud, donc voilà. Et puis aller jusqu'à la Palisse pour prolonger Porte Dauphine, voilà. Donc voilà un peu avec ça, je veux dire, on ne va pas loin, et pour preuve, je veux dire, il ne se passe pas grand-chose. Alors, donc il y a cette loi qui est arrivée, cette loi sur les RER. Qu'est-ce qu'elle dit en gros? C'est quoi un RER? C'est une desserte cadencée, mais une vraie desserte cadencée, hein. C'est-à-dire il n'y a plus de creux de dessert. On est à peu près on estime que à une demi-heure, on peut capter le plus grand potentiel de passagers. Une demi-heure, pourquoi? Ça veut dire que on peut même capter, par exemple, ce qu'on appelle le voyageur improvisé. Le voyageur improvisé, c'est celui qui décide sur un coup de tête, tiens, je vais aller à La Rochelle. Bon, s'il n'y a qu'un train toutes les heures ou un train toutes les 3 heures, il prend sa voiture. S'il y a déjà un train toutes les demi-heures, c'est déjà plus sérieux. Après, ça veut dire une tarification unique pour un bassin de population. Ça veut dire aussi une large amplitude, c'est-à-dire on commence à 6 heures du matin jusqu'à 23 heures, et aussi le dimanche, parce qu'on voit bien que la SNCF, elle a une logique de domicile-travail. Domicile-travail, bah oui, mais ça veut dire que, je vois, il y a beaucoup de retraités dans la salle, les retraités veulent prendre le train, et moi-même comme moi, et ils veulent prendre le train de 10 heures pour revenir avec le train de 15 heures. Comme ces trains n'existent pas, bah, ils prennent la voiture. Voilà, ils viennent encore encombrer les rues de La Rochelle. Et puis ils cherchent à se garer. Enfin bon, je ne vais pas développer le thème du stationnement, que tout le monde connaît. Donc, et puis aussi, le SERM, ce n'est pas uniquement le chemin de fer. Ce qu'ils veulent, c'est que le chemin de fer soit la colonne vertébrale, mais aussi complété par des cars express, par les modes doux, bien sûr. Mais voilà, donc c'est tout un ensemble à construire. Et c'est peut-être un peu ce qui peut rebuter parfois certains élus, parce qu'il faut travailler, hein, il faut pouvoir écrire beaucoup de pages, justement pour proposer un service
décent et qui soit une alternative à la voiture aux citoyens et citoyennes. Donc c'est améliorer, voilà, réduire la pollution de l'air, lutter contre l'autosoliste. C'est aussi le désenclavement des territoires périurbains, puisque Maran, 23 km de La Rochelle, c'est bien le périurbain de La Rochelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est considéré comme une desserte TER des Pays de Loire, mais je veux dire, c'est vraiment le périurbain de La Rochelle. Et puis, bien sûr, une tarification unique. Voilà. Donc, c'est pour dire que, et on va passer à la diapo suivante pour voir effectivement. Alors, oui, il y a eu un congrès, puisqu'il y a une association qui s'est montée qui s'appelle Objectif RER Métropolitain. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui savent qu'en France, il y a beaucoup d'incantations. On est le pays des incantations, surtout en matière ferroviaire. Par exemple, je rappellerai simplement cette petite incantation du Grenelle de l'environnement. On se remet en arrière, c'était il y a presque 20 ans, en 2007, où la part du fret ferroviaire était de 17%, et on avait dit, soyons fous, en 2022, 25%. Et aujourd'hui, on est à 9%, il paraît qu'on est repassé à 10%. Mais enfin voilà, et maintenant on dit, pour 2030, il faudra atteindre 18%. Voilà, donc voilà une incantation. Alors ce qui est intéressant, ce député Jean-Marc Julézy, qui a été rapporteur de la loi CERN, donc dans le cadre de l'objectif, de l'association Objectif RER Métropolitain, il y a eu un colloque à Strasbourg, et ce colloque à Strasbourg a réuni 220 personnes, voilà, de tout horizon, et il a bien déclaré que c'est pas parce que, alors il y a le mot métropolitain, mais c'est pas parce qu'il y a le mot métropolitain que ça exclut les villes moyennes. Et du reste, lors de ce colloque, La Rochelle a été nommément citée, et on voit que, en fait, qu'est-ce qu'il faut pour être nommé dans la course? Il faut avoir un projet. Ceux qui n'ont pas de projet, ça veut dire que le sujet ne les intéresse pas, et on passe au projet suivant. Voilà, et c'est ce qui est en train de se passer à La Rochelle, il faut le dire. Après, voilà, alors ici on a la carte. Alors, bon, il y a 31 projets. Il y a 31 projets. Alors, il y en a qui sont en service ou engagés, comme à Strasbourg et Bordeaux. Il y en a un même qui existe, c'est celui, le transfrontalier, ce qu'on appelle le Léman Express, autour de Genève. Genève, et puis qui déborde sur la France. Donc ça existe déjà. Enfin, c'est en cours, c'est bien parti. Après, il y en a 14, c'est des projets de RER à l'étude ou ayant fait l'objet d'études et faisant l'objet d'une demande politique. Donc là, il y en a pas mal. Lyon, il y a Lyon, et puis tout autour de Lyon, il y a Grenoble, Saint-Étienne, il y a aussi Avignon. Enfin, voilà, donc j'insiste bien sur la demande politique. C'est-à-dire, il y a des élus qui se sont dit, nous, on veut être dans la course. Donc si on est dans la course, on met tous nos services sur le pont pour faire un projet. Voilà. Et là, je vois que le dernier, c'est Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, qui, pour ceux qui connaissent, entre Vichy et Issoire, au sud de Clermont, donc il y a un projet qui avance. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a des territoires qui sulbournent, comme on dit. Voilà, par exemple, dans notre région, il y a le RER basque-hollandais. Le RER basque-hollandais pour aller de Dax à Hendaye et bientôt à Saint-Sébastien. Et là, c'est pareil, c'est sur les rails. Voilà. Donc là, ils en ont parlé, voilà. Et puis, il y a aussi alors après, il y a une troisième catégorie, chez projets faisant l'objet d'une demande politique. Alors, il y en a 3. Et puis nous, on est dans celui autre site répertorié dans l'étude SNCF Réseau. Là, il y en a 11, donc c'est La Rochelle. La Rochelle, donc, ça veut dire que c'est pas un truc tombé du ciel, cette idée, c'est pas une illumination, c'est qu'il y a une réelle possibilité d'entrée, voilà, c'est-à-dire qu'on a été jugé par SNCF Réseau, et c'est pas des gens faciles, c'est SNCF Réseau qui a effectivement dit que ça pouvait, que La Rochelle pouvait être éligible, mais à condition d'avoir un projet. On revient toujours à la même chose. Alors, j'entends souvent des gens qui me disent « Nous, on n'est pas pour le RER, on est pour le TER ». Alors déjà, je veux dire, bon, faut arrêter de faire des histoires de sémantique. Je veux dire, on est tous dans le même combat, on veut tous plus de trains, et donc, dans ce cas-là, il faut vraiment monter dans le même wagon. Donc, alors il faut savoir que là aussi, il peut y avoir des intérêts divergents, des conflits entre des gens qui font un long parcours et des gens qui font des petits parcours. Par exemple, un TER qui vient de Poitiers, s'il s'arrête à La Jarrie et à Aigrefeuille, eh ben, les gens qui viennent de Poitiers sont pressés d'arriver à La Rochelle. Inversement, ils n'auront pas la fréquence, parce que comme je disais tout à l'heure, quand on est à Aigrefeuille, s'il faut attendre 4h30 le train suivant, ça ne va pas non plus. Donc on a trouvé un peu une petite définition, TER, plus loin, plus vite,
et RER plus près, plus fréquent, déjà pour essayer de mettre les gens d'accord. Voilà. Mais après tout, on s'est posé la question, TER, qu'est-ce que c'est? C'est une marque commerciale, ça veut dire que c'est les régions qui payent, et ça ne contraint à aucun type de service. Contrairement, par exemple, on a des TER qui font près de 500 km sur Paris-Mulhouse, on en a qui font, ça peut tomber à 29 km avec La Rochelle-Rochefort, donc voilà. Alors que le RER, c'est un service, on met en avant l'idée de service. Et un service, c'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges qui dit bien, ce que je disais tout à l'heure, une fréquence à la demi-heure et une amplitude, un pass tarifaire. Et puis, alors, c'est vrai qu'on va dire que c'est des projets à 10 ans. Donc, on est conscient qu'on ne va pas faire attendre les gens 10 ans. Donc, au départ, il doit y avoir un choc d'offres. Un choc d'offres, c'est-à-dire, par exemple, ici, ça pourrait être déjà dans les gares que j'ai citées tout à l'heure, les petites haltes, un train toutes les heures. Voilà, déjà, ça pourrait être un choc d'offres. C'est ça, un choc d'offres. Et puis, alors, pourquoi on a le RER au Nice? Simplement pour savoir où nous allons. C'est un cap. Et bien sûr, il y aura des étapes intermédiaires. C'est-à-dire que ça ne sera pas le grand soir, encore une fois, et il y aura des étapes intermédiaires. Alors, ces étapes intermédiaires, il faut, bien sûr, elles doivent faire l'objet d'une étude. Or, aujourd'hui, encore une fois, moi, personnellement, citoyen de l'ONIS, je ne sais pas où nous allons en matière de mobilité. Nous ne savons pas où nous allons, puisqu'il y a un an, on a fait une réunion à Dompierre, et depuis, ça n'a pas bougé. Alors voilà, le RER Nice, voilà la carte que ça pourrait avoir, donc avec deux lignes, une qui irait de Maran jusqu'à Tonnet-Charente, voilà. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est qu'on n'a plus besoin de changer à La Rochelle. Si par exemple je suis à Andilly et que je veux aller à Châtelaillon, eh bien, je reste dans le même train, je ne suis pas obligé de changer de train. Et de l'autre côté, on a Surgères, La Palisse. Alors avec des nouvelles haltes, par exemple, il y a une halte, et puis là de plus en plus ça commence à se faire entendre, c'est la nécessité d'une halte à Bongraine. Une halte à Bongraine parce que déjà les deux lignes se croisent, et aujourd'hui on a étudié que les gens qui venaient de Rochefort et qui vont soit à l'université, soit au conseil départemental, soit dans le futur écoquartier, eh bien, ces gens-là, il faut qu'ils aillent à La Rochelle-Ville et puis après qu'ils reviennent en arrière, donc généralement ils prennent leur voiture. Et en plus, donc pareil à Rochefort, où on crée une halte à Rochefort-Nord, et c'est la même chose. Quelqu'un qui habite au nord de Rochefort et qui va en plus au sud de La Rochelle, il ne va pas prendre le train aujourd'hui, c'est trop compliqué. C'est-à-dire que de Rochefort, il faut qu'il retourne en arrière pour aller prendre le train à la gare de Rochefort, qu'il aille à Rochelle-Ville et qu'après il retourne. Bon, enfin, donc c'est complètement rédhibitoire. Donc voilà, donc il y a plusieurs. Alors les haltes, bien sûr, ça demande de la co-construction. Je veux dire, c'est pas la vérité, mais je veux dire simplement, ça donne une idée. C'est-à-dire, il y a 98 km de ligne et à peu près 39 points d'arrêt. Alors, par exemple, les points jaunes, on voit que là aussi s'arrêteraient les TER qui viennent de plus loin. Par exemple, ceux qui viennent de La Roche-sur-Yon, ils s'arrêteraient à Maran, après direct ou éventuellement arrêt à Dompierre. Tous les points jaunes, à Châtelaillon, TER et RER s'arrêtent, Rochefort bien sûr, et de l'autre côté à Aigrefeuille et à Surgères bien sûr. Ah, alors là je vais passer un peu la parole à Dominique, parce que sur question du matériel, on s'était un peu accroché avec certains, là, on s'était dit, tram-train, pas tram-train, on s'est dit on ne va pas rentrer dans cette logique-là, d'abord on n'en est pas là. Il faut du matériel, et le matériel, je crois, je peux te passer le micro 2 minutes, tu vas nous en dire 2 mots là-dessus. Dominique, donc aussi ancien de la SNCF, qui est plus technique que moi. Oui, alors bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Dominique Pommier, je suis le petit bras droit de Michel. Alors moi, j'interviens juste sur le côté technique, parce que Michel nous parle de dessertes, de nouveaux points d'arrêt, des projets. Il y aura forcément du matériel. Alors, la question vient peut-être, forcément, est-ce qu'il va falloir électrifier? Comment on va équiper les voies? Alors, évidemment, s'il y a des élus, il y aura forcément le côté financier. Alors là, on vous a mis un petit panel de trains innovants qui sont déjà utilisés, qui sont en cours d'essai. C'est ce qui se fait un peu en Europe. Alors, comme il y a les voitures, il y a les trains à batterie. Alors les trains à batterie, ce sera des trains hybrides, c'est-à-dire à la fois électriques et batterie sur des sections de ligne où ce n'est pas électrifié. Il y a des trains à pile à combustible. Enfin, il y a vraiment le choix. Alors là, évidemment, c'est des tailles qui peuvent paraître importantes pour
une agglomération comme La Rochelle et toute sa région, tout le périphérique urbain, mais il faut savoir qu'après, quand un client, une région a besoin de quelque chose, maintenant le train, ça se commande à la demande, c'est plus du prêt-à-porter, hein, c'est sur mesure. On veut 2, 3 véhicules, après tout ça. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, les nouvelles mobilités douces, entre guillemets, le verdissement des trains, il faut savoir que c'est au service TER qu'on pollue encore le plus, parce qu'il y a beaucoup de lignes régionales qui ne sont que terminées. Et aujourd'hui, il y a des solutions. Donc, des solutions à batterie, ou des solutions de ce qu'on appelle l'électrification frugale, c'est-à-dire plutôt que d'électrifier l'intégralité d'une ligne, on peut électrifier certains points. Donc, avec des trains hybrides à batterie, eh bien, on a possibilité ponctuellement de les recharger. Enfin, il y a un tas de solutions émergentes et il est fort à croire que, puisque, comme le dit Michel, qu'on vous présente aujourd'hui, c'est pas pour demain ni après-demain, ça va prendre du temps. Il y a un tas de difficultés administratives, il y a des dialogues avec différents intervenants, donc d'ici là, il y aura eu de la progression. Mais sachez que beaucoup de choses existent pour ceux qui sont un peu incrédules et qu'il faut penser à tout ça, parce qu'aujourd'hui, on a encore le choix de choisir. Plus la société va attendre vis-à-vis des problèmes environnementaux qu'on a actuellement, qui commencent à être très visibles, pas forcément beaucoup chez nous, mais il y a des pays qui sont très touchés. Choisir aujourd'hui, ça évitera d'être contraint demain. Donc il existe beaucoup de choses. Merci Dominique. Bon, on continue notre voyage en train. Vas-y. Voilà, alors on a même regardé un peu ce que pouvaient donner des horaires. Alors ceux qui sont au fond, effectivement, ça va être un peu compliqué, mais j'explique. Par exemple, là, donc Maran, on voit qu'effectivement, il y a des intercités qui se mêlent. Alors les intercités, ils s'arrêtent qu'à La Rochelle et à Rochefort. Après, il y a des TER. Alors les TER qui viennent de La Roche-sur-Yon ou de Nantes, qui sont terminus La Rochelle, parce qu'ils sont gérés par les Pays de la Loire. Et après, il y en a un autre qui part pour aller sur Bordeaux, géré par la Nouvelle-Aquitaine. Et puis après, en jaune, vous avez tous ces RER, donc à une fréquence de demi-heure pour le RER, et puis pouvant être renforcé en heure de pointe au quart d'heure, mais à partir de Dompierre, pas de Maran. Par exemple, on voit que sur le précédent de périurbain qui existe en Alsace, ils sont à la demi-heure toute la journée, c'est-à-dire ils ne renforcent pas la période de pointe. En Suisse, c'est le contraire, ils font toute la journée la même chose, mais ils renforcent en heure de pointe, parce qu'il y a plus de monde. Donc là, c'était sur la ligne Maran-Tonnet-Charente, donc sans changer de train. De Maran à Tonnet-Charente, il faudra à peu près 1 heure pour faire les 58 km, voilà. Bon, les autres sont plus rapides, tout ça, mais on voit aussi que les TER, donc comme je le disais tout à l'heure, s'arrêteraient à Châtelaillon, donc Châtelaillon aura une belle desserte, hein, pour une ville de 6500 habitants, ça serait intéressant. Et puis la deuxième ligne, la deuxième ligne c'est Surgères, la Palisse, Surgères-la Palisse, ou des TER. Alors bon, pour arriver à ça, là vraiment on est dans le produit final, hein. C'est-à-dire que il faut remettre une double voie qui existait sur 4,5 km entre La Rochelle-Ville et Pierre-Loti, justement à Saint-Maurice, où effectivement il y avait la double voie. Après, voilà. Donc tout ça, encore une fois, c'est le produit final. Je n'ai pas de date, mais ce qu'il y a une certitude, c'est que c'est un cap. Nous savons où nous allons, nous savons pourquoi nous faisons des investissements, et les investissements d'aujourd'hui ne viennent pas contrarier la cohérence de ceux de demain. Parce que ce qu'il n'y a rien de pire que si on fait des investissements et qu'on veut améliorer le produit et qu'on est obligé de tout casser, ou enfin bon, voilà. C'est-à-dire que souvent, les économies d'aujourd'hui sont les dépenses de demain. Voilà, donc ça c'est... Alors certains TER pourraient aller jusqu'à la Palisse, enfin là aussi. Et je dis port atlantique, c'est-à-dire qu'on pourrait aller carrément jusqu'au port, voilà, jusqu'au bâtiment du port, là où il y a des emplois. Par exemple, là aussi, on peut aller dans le détail et dire que par exemple le dimanche, ça ne serait pas la peine d'aller jusqu'au port, par exemple. Donc voilà, et on voit que Aigrefeuille, les TER s'arrêteraient aussi, et ça serait une gare très importante, voilà. Donc il y aurait Graines, dont j'ai parlé, Alstom,
est créé, il y a la zone d'activité aussi à desservir, là, et donc on parlait bien sûr l'hôpital, s'il doit être situé dans ce coin-là, j'en profite pour dire, et c'est pas du faillotage que je fais parce que quelqu'un de l'hôpital est là, c'est simplement pour dire que un hôpital où il y a plus de 3000 emplois, il se doit d'être à 7-8 minutes à pied d'une halte ferroviaire. Voilà. Et puis pour les visiteurs, enfin voilà, donc c'est important. Donc je crois que d'ici le 12 avril, ça doit se décider. Bon, j'espère que ça sera décidé dans le bon sens et que les élus seront vigilants, voilà, et auront à cœur d'avoir cette cohérence. Vas-y. Alors, on voit par exemple la différence entre le RER et le TER. Là, j'ai mis station rapprochée. C'est-à-dire que quelqu'un qui monte à Dompierre, il peut aller à Bongraine. Donc il y aura plus de monde qui vont monter à Dompierre parce qu'il y a plus de possibilités de faire. Pareil à Rompsay. Rompsay, il y a une zone résidentielle. Périgny, c'est là où la CDA veut faire une halte, mais parce qu'il y a la zone d'activité, donc c'est intelligent. Et puis, bien sûr, à 700 mètres plus loin, il y a les lycées professionnels. Là, pareil, il y a 1000 personnes, 1000 élèves. Donc là aussi, et après, La Rochelle-Ville, Bongraine dont je parlais. Donc on voit qu'effectivement, avec le jeu des montées-descentes, on aurait sur un train 200 montées et 315 descentes à la pointe du matin. Alors qu'avec le TER qui doit se terminer à La Rochelle, eh bien, quelqu'un monter à Dompierre pour se rendre à La Rochelle-Ville, alors qu'il y a des bus, tout ça, ça ne permet pas d'aller plus loin, c'est pas très intéressant. Alors là, il y aurait effectivement une centaine de personnes qui descendraient à Périgny, parce qu'il y en aurait qui viendraient du Nord, qui seraient intéressés. On voit effectivement qu'au-dessus, il n'y en aurait que 70. Pourquoi? Parce qu'ils pourraient se répartir sur 80 et 5. Donc on voit déjà qu'en 5, il y aurait, au lieu de 100, on aurait 155 personnes avec le RER contre 100 au niveau du TER. Voilà. Et donc l'intérêt effectivement du RER, c'est l'absence de rupture de charge, c'est-à-dire que comme ce qui existe ou ce qui va exister dans les grandes villes, c'est-à-dire que là, ça permet de libérer des capacités dans la gare, de ne pas l'encombrer dans la gare principale, et puis aux voyageurs, c'est ce qui se fait actuellement sur Bordeaux, entre Libourne et Arcachon. Libourne-Arcachon, alors il y a juste un mystère, pour l'instant les TER s'arrêtent 6 minutes en gare Saint-Jean, alors j'imagine un RER qui s'arrêterait 6 minutes en gare de Châtelet-Léal à Paris. Bon, ça risquerait de poser des problèmes. Enfin bon, ça va certainement s'améliorer. Voilà. Ouais. Et là, c'est sur la fréquence. Souvent, on parle, et j'ai eu une question, effectivement, d'une dame qui nous disait moi, j'emmène mon vélo, mais j'aimerais avoir des trains longs parce que le train, il est trop juste et parfois, je risque de me faire refouler avec le contrôleur. Bon, ce matin, il était cool, il m'a permis. Bon. Alors là aussi, c'est un débat entre fréquence ou train long. J'entends le maire de La Rochelle qui, l'autre fois, quand j'étais au comité de quartier de Saint-Éloi, et je lui posais, alors, monsieur le maire, est-ce qu'on aura cette halte au lycée? Et il me dit, ah, mais pour le TER, on va allonger les quais de Porte-Dauphine. Je dis, non, mais ce n'est pas la question posée, donc vous êtes d'accord pour la halte au lycée Non, pas du tout, on va allonger les quais de la Porte-Dauphine. Donc, voilà, quelque part, c'est une manière, si c'est ça l'ambition d'une CDA, c'est-à-dire d'allonger les quais. Non, je pense qu'effectivement, là, c'est pareil. S'il y a une cadence de 30 minutes, on voit qu'il peut y avoir 100 personnes qui vont descendre à La Rochelle, 90 à Porte-Dauphine, 2 trains par heure, ça fait 380 personnes. Si la fréquence est à 20 minutes, comme actuellement, elle pourrait être à 20 minutes. On est à 90, il y aurait moins de personnes qui descendraient à La Rochelle et moins de personnes à Porte-Dauphine, puisque ça se répartirait plus. Mais on serait 3 trains à 510. Et si on est au quart d'heure, là, effectivement, on a encore moins de monde qui descend, c'est-à-dire que les trains sont moins remplis, mais au total, on emporte plus de personnes, on concerne plus de personnes, on a 600 personnes au lieu de 380 personnes, et on n'a pas besoin d'allonger les quais. Voilà, là aussi il faut il faut privilégier la fréquence à l'allongement des quais. Alors, on va faire un peu de prospective. Alors on imagine qu'on a un calendrier. Alors j'ai bien dit si tout le monde rame dans le même sens, ça c'est important. C'est qui tout le monde? C'est les élus, c'est les acteurs économiques, c'est les associations et c'est aussi les citoyens. Et moi, au début, je me disais, soit on va faire Salcombe, on va avoir 300 personnes, parce que La Rochelle, quand même, il y a combien, 80 000 habitants. Et bon, donc voilà, les citoyens, il faut qu'ils se réveillent. Si vous voulez, aujourd'hui, l'impression qu'on a à La Rochelle, c'est que ça roupille, à tous les niveaux. Donc, à un moment, il faut se réveiller. Et alors déjà, l'urgence en 2024, ça serait retour du train là où il a disparu. Décision à prendre pour la navette Maron-La Rochelle. Alors pourquoi je suis à La Rochelle? Je parle au Rochelais et je vous parle de Maron. Oui, parce que les Marandais, ils viennent avec leur voiture.
ils viennent encombrer. Donc, hormis le fait d'être solidaires des Marandais qui n'ont pas le train alors que nous on l'a, mais l'important c'est ça, c'est qu'ils viennent nous encombrer contre leur volonté. Ils aimeraient bien avoir un train, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est la voiture ou la voiture. Donc il faudrait aussi maintenant, puisqu'effectivement c'est la loi SERN qui le dit, c'est le lancement de l'étude détaillée RER Aunis, Maran-La Rochelle avec ces deux lignes. Et alors il faut savoir que l'État, dans le cadre de la loi CERN, finance un tiers, la région un tiers, et les EPCI et le département un tiers. Donc je veux dire, tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met. Donc c'est dommage, encore une fois, de louper cette opportunité pour une fois que l'État veut payer quelque chose. Et du reste, il a mis 800 millions pour les projets, et je crois que la région Aquitaine va récupérer 150 millions. Et je crois qu'il y en aurait, enfin, bon, je ne sais pas la répartition après pour La Rochelle, on parle de 60 millions, mais on aimerait bien pour faire quoi? Alors, et puis aussi, première réflexion des collectivités pour construire le projet territorial. Projet territorial, c'est-à-dire qu'une infrastructure, ce n'est pas pour faire rouler des trains, c'est aussi pour aménager le territoire. Et on a vu avec le tramway la requalification urbaine. On voit avec là, on peut avoir une requalification du territoire. Le SCOT proclame haut et fort que nous sommes une ville-territoire. Une ville-territoire, il faut la desservir, il faut mettre des... Voilà. Et donc ça veut dire que les PLUI, tout ça, parce que l'idée c'est quoi? C'est de mettre les stations, les haltes au plus près de l'habitat. Et qui plus est d'amener de l'habitat à se former ici, aussi autour des stations. Donc voilà, donc il y a un véritable projet territorial auquel les citoyens devraient pouvoir participer en étant appelés à co-construire. Donc ça c'est 2024, vous voyez. Bon, soyons optimistes, il reste encore 9 mois, c'est le temps d'une grossesse, donc on a peut-être le temps de voir accoucher quelque chose à la fin de l'année. Donc au moins, voilà, mais au moins une décision. Alors la décision pour la navette Maran-La Rochelle, je suis un peu dubitatif parce que j'ai vu quelqu'un de la région, un grand responsable, qui disait qu'il ne croyait pas à la pertinence de la réouverture de la gare de Maran. Puis un autre qui me disait on va faire des études. Je dis oui, non, mais on en a déjà fait des études. On sait que par exemple, une étude avait dit qu'à Maran, il y avait le même nombre de programmés, enfin, le potentiel était un peu supérieur à celui du potentiel actuel de Châtelaillon, et beaucoup plus supérieur aux autres haltes qui ont été ouvertes. Donc je veux dire, la question se pose plus, ce qu'il faut mettre en place, maintenant c'est des navettes, enfin bon, il faut agir, mais on ne peut pas aller de... Voilà. Et puis pendant ce temps-là, on peut continuer à parler avec la région Pays de la Loire, puisque Pays de la Loire, on dit, lorsqu'on était au comité de ligne, il y a le 21 février, ils ont dit, oh non, les haltes, donc ils ont renoncé à faire des haltes à Bon-Maran, on comprend, c'est pas chez eux, mais à Velluire, et puis à Nallier, Champ-Saint-Père, ils ont dit, on en reparlera en 2030. Et puis il y avait aussi ces 4 allers-retours TER qui devaient faire La Rochelle, La Roche-sur-Yon, Nantes, et cela, je n'entends pas parler, je n'entends plus parler. Donc, je sais qu'il y a des propositions qui ont été faites et ça sera intéressant de savoir si elles ont été écoutées. Alors ça, c'est 2024. Après, il faudrait qu'en 2025, alors ça peut être à la fin de 2025, on ne va pas brusquer des choses, la mise en service de la navette Maran-La Rochelle au nom de l'expérimentation grandeur nature. C'est un peu une navette, quelque chose de... un laboratoire, c'est-à-dire grandeur nature, plutôt que de multiplier les études. Vous savez, quand vous demandez aux gens s'ils veulent prendre le train, alors ils ne savent plus ce que c'est un train parce qu'ils n'en ont plus vu depuis longtemps, c'est compliqué. Alors que là, je veux dire, on met en place une navette qui s'intégrerait dans les différentes circulations, voilà. Après, en 2026, on peut quand même espérer un véritable cadencement sur La Rochelle-Rochefort. Alors ça nécessite aussi une amélioration de l'espacement des trains. Et les débuts des travaux dans la perspective du RER Aunis. C'est-à-dire, encore une fois, l'étude doit définir le point d'arrivée, mais aussi les étapes nécessaires pour y arriver. Voilà, avec le fameux choc d'offres dont je parlais. Donc on est en 2026, là. 2027, remise en service de terre La Rochelle-La Roche-sur-Yon, avec nouveaux arrêts, soit à terme, toutes les 2 heures, à terme, je dis, complétant la desserte intercité, Nantes-Bordeaux, qui devrait être aussi aux 2 heures également. Alors ça nécessite effectivement qu'on mette la 2e voie, parce que comme vous savez, il n'y a plus qu'une voie entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon. Mais les Pays de Loire ont dit qu'ils allaient se battre pour ça, donc faisons leur confiance, comme pour Maran. Le cadencement horaire entre Poitiers et La Rochelle, et aux 30 minutes entre La Rochelle et Niort, ça c'est un peu ce qu'il y a dans le livre blanc. Hein. Là, j'ai un peu pompé le livre blanc. Et puis en 2032, inauguration de la ligne 1 du RER Aunis, Maran, La Rochelle, Rochefort, Tonnet-Charente. Et en 2034, de l'autre côté, alors ouais, c'est comme on disait, ça peut
prendre 10 ans si tout le monde rame dans le même sens, mais ça peut prendre aussi beaucoup plus si ça freine et s'il n'y a pas volonté de faire. Donc, alors c'est vrai que sans un tel système, eh bien, on sera dans un territoire déclassé, puisque les autres territoires, ils avancent, et puis nous, on fait du surplace. Alors, ces deux lignes, je disais, 98 km et 39 points d'arrêt. Alors, il faut savoir qu'en Suisse, il y a un RER dans une petite... Le canton de Zug, je ne sais pas si vous connaissez, c'est à côté de Lucerne. Il y a deux lignes. Alors, il y a une ligne qui fait 32 km et une autre à peu près une quinzaine. Et enfin, c'est le canton de Zug, c'est 127 000 habitants sur 238 km². L'Aunis, c'est 300 000 habitants sur 1382 km². Donc, ce petit canton a un service de RER, mais c'est en Suisse. Ouais. Donc, vous voyez, on n'a pas à se faire honte et tout ça, on est vraiment dans la dynamique. Vas-y. Donc, projet territorial. Je reviens sur ce projet territorial, c'est important puisque les citoyens sont invités à co-construire. Il faut qu'il y ait des ateliers territoriaux. Enfin, il y a toute une démarche démocratique à faire pour que vraiment tout le monde se sente impliqué. Comme je disais tout à l'heure, l'urbanisation est organisée autour et à proximité des haltes. L'emplacement du futur hôpital doit être à 7 ou 8 minutes à pied d'une halte ferroviaire. Voilà, et ça c'est important. Je veux dire, c'est un critère. Je sais que l'hôpital l'a repris aussi dans ses préconisations. On en parlait, puis même, voilà, il y a eu des réunions de fait sur ce sujet. Alors, bon, tout ça, ça va coûter de l'argent, effectivement. Donc, l'argent, écoutez, il y a la méthode asiatique. Alors, c'est quoi la méthode asiatique? C'est-à-dire, c'est rechercher des investisseurs et pas des créanciers. C'est-à-dire, ils essayent d'agréger autour d'une ligne des tas d'activités, de façon à ce que, par exemple, les recettes, le transport ne constitue plus qu'une trentaine de pourcents et que tout le reste... Alors, bon, je vais prendre Hong Kong, vous allez me dire, on est loin, on n'est pas à Hong Kong, mais ils se targuent effectivement que le métro de Hong Kong est rentable, un métro rentable, hein, ça c'est jamais vu, parce qu'effectivement, il y a des opérations immobilières, mais il peut y avoir en fait des tas d'activités qui peuvent être déroulées autour de ce service de RER. Et donc tout ça, voilà, ça doit... Quel secteur... Et donc la question à se poser, c'est quel secteur pourrait développer leur activité en lien avec le RER au Nice, et puis tout ça, ça fait... Si vous voulez, c'est un peu ce qu'a fait la SNCF avec les gares. Quand on voit les gares, c'est un peu des supermarchés, tout ça, mais n'empêche que ça permet de ramener des recettes. Et puis, bon, si ça peut effectivement permettre à avancer, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est des travaux pour nous, à savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre autour de ce RER pour ramasser, pour faire en sorte qu'il tende vers la rentabilité. En gros, oui, voilà. Alors, alors là, on arrive, là, c'est tout frais, hein, ça, c'est l'histoire des échangeurs. On a lu ça avant-hier dans Sud-Ouest, où pour remédier aux bouchons, on allait faire 2 échangeurs. Alors, ça, c'est l'ancien monde, on augmentait les capacités routières. Dans le nouveau monde, on a dit tout sauf augmenter les capacités routières. Alors, il y a une exception, c'est la 69 Toulouse-Castres. Là, j'avoue, on est encore dans l'ancien monde. Bon. Alors il y a des gens qui disent oui, mais ils sont indispensables ces échangeurs. Ben oui, mais à un moment il faut savoir choisir. Et ça, c'est le problème de la France par rapport aux d'autres pays où on ne sait pas choisir, on ne veut pas choisir, on ne veut pas faire de peine. Voilà. Alors aujourd'hui, donc ils augmentent les 2 échangeurs pour 20 millions d'euros quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 20 millions d'euros pour le RER au Nice? On pourrait moderniser une grande partie du système d'espacement des trains entre Tonnet-Charente et La Rochelle. On pourrait construire 4 racialtes. Ça pourrait payer plus de la moitié du coût de rétablissement de la seconde voie entre La Rochelle et Maran, et 3 à 4 rames pour le transport des voyageurs. Et la CDA a mis 700 000 euros dans les projets. Alors je reviens sur l'histoire des 700 000 euros, c'est intéressant, parce que tout à l'heure je vous avais dit que c'était un tiers l'État, un tiers la région. Donc ça veut dire que si on considère que la CDA met 700 000 euros, que le département met de l'argent, que les EPCI concernés, ceux de Rochefort, de Nice-Sud en mettent, on arriverait à une participation des EPI de 2 millions. On aurait la région qui en mettrait autant, 2 millions, et l'État aussi. Avec 6 millions, on en fait une sacrée étude. Alors là, vous avez une étude, voilà, ça ne serait peut-être même pas obligé d'arriver si haut. Mais je veux dire que voilà, c'est pour dire que nous, depuis 1 an, on demande l'étude du RER au Nice, et on a l'étude d'échangeurs. Ouais, c'est un peu spécial. Voilà. Et là, je pense qu'à un moment, il faut savoir ce que l'on veut. Il ne faut pas opposer le rail et la route. Petite musique entendue depuis 40 ans, où effectivement, qui c'est qui a gagné, qui c'est qui a perdu.
Je ne vous fais pas de dessin. Quel est le réseau qui se porte le moins bien? C'est bien le réseau ferroviaire. Mais il ne fallait surtout pas opposer le rail et la route. Donc, je le dis parce que peut-être que certains dans la salle me diraient « mais oui, il ne faut pas opposer le rail et la route ». Mais ça, on l'a entendu pendant 40 ans et on voit le résultat aujourd'hui du délabrement du réseau ferroviaire. Donc, stop. Comme le disait Dominique, à un moment, il faut choisir pour ne pas avoir à subir. Il faut prendre des décisions logiques, cohérentes et basta. Voilà. Et bien, ça sera la conclusion, déjà, vous voyez. Rien ne se fera sans vous, c'est-à-dire que nous croyons beaucoup à la mobilisation citoyenne. C'est dur, hein, parce qu'effectivement, c'est très dur. Mais je veux dire, si les citoyens ne se lèvent pas, ben, je veux dire, à un moment, ben, on va penser pour eux. Vous savez, quand on n'est pas là, on pense pour vous. Et donc, vous aurez les échangeurs, vous aurez ici, et puis 2-3 TER en plus, et puis ça s'arrêtera là. Et, puis tout le monde, et en plus, ils seront contents, ils diront c'est formidable, il y a du monde dans les trains, voilà. Mais on n'aura pas fait le plein. Donc, il faut, comme on dit, aider les décideurs à décider. Et pour cela, il faut renforcer des associations comme les nôtres. Hein. Il y en a beaucoup qui se battent sur le territoire français pour... Il y a par exemple Angoulême, une association qui se bat pour la réouverture de Angoulême-Limoges. Ils ont fait une marche de 4 jours, la semaine dernière. Donc voilà, il y a beaucoup de gens. Et je dis que c'est aux citoyens aussi de les épauler, ces gens-là. Il faut les épauler pour que... parce que sinon, après, ça use. Hein, vous savez, quand on en a marre. Et puis alors, une fois qu'ils baissent les bras, eh bien, c'est la techno qui prend le dessus et puis qui vous emmène, qui vous balade, quoi. Donc, rejoindre Altro et l'OASO. Donc, voilà, il y a ceux qui sont intéressés à vouloir travailler avec nous ou même simplement sympathiser. Là-bas, ils pourront donner leur nom, leur mail, et puis on les tiendra au courant. Et puis, voilà. Voilà, et bien on arrive au terminus de cette conférence, mais maintenant, évidemment, c'est l'échange qui doit primer. Et encore une fois, pour qu'il n'y ait pas de malentendus, on n'est pas des fous furieux qui disons on veut le RER sinon rien. Non, on sait que le RER c'est un long chemin, mais que c'est un chemin parsemé d'étapes dans lequel il y aura avant tout un renforcement du service TER. Et c'est pour ça que le livre blanc, pour nous, c'est une étape. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet qui donne d'un système. L'État, il nous demande de construire des systèmes. Or, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des systèmes. Et donc pas... Des fois, ça ressemble à un comité de ligne. C'est-à-dire qu'il faudra rajouter le TER entre 17h30 et 17h50, ou alors il faudrait décaler celui de 17h52 de 3 minutes. Non, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on nous demande. Voilà. Voilà, donc place aux questions maintenant. Merci de votre attention.